Bon, Eynard, je disais dans la revue de presse ce matin que le jour était à marquer d'une pierre rose parce que la une du Figaro était quasiment pro-gouvernementale. Il se félicitait de la fermeté de Manuel Valls vis-à-vis des grévistes. Yves Tréhard s'en prenait à la demande de ne pas persévérer dans la réforme de la SNCF en demandant au gouvernement de retirer son texte. C'était Luc Châtel et il s'en prenait plein son grade. L'attitude du Parti radical, vous vous félicitez d'avoir un Premier ministre qui tient tête à un mouvement social minoritaire ? Je pense que là-dessus, il ne faut pas avoir de règle de principe. Les mouvements sociaux, ils doivent s'exprimer. Le droit de grève, bien sûr, c'est un droit fondamental. Mais je pense que la réforme ferroviaire, elle est nécessaire. À la rigueur, la seule difficulté du gouvernement, mais comme sur la réforme territoriale, comme sur d'autres sujets, c'est d'avoir, pendant sa période d'opposition, quand la gauche était dans l'opposition, une position automatique, systématique, de défense des droits acquis, des positions acquises, des services publics tels qu'ils étaient conçus, d'avoir souvent d'ailleurs démantelé des réformes de la précédente majorité avec le gouvernement Ayrault, les 2 premières années du quinquennat Hollande, et puis aujourd'hui parce que nécessité fait loi, parce que maintenant ils sont au pied du mur. Oui, pour ce conseiller territorial, par exemple, de la réforme. Exactement. Et de devoir finalement faire le contraire de ce qui a été dit pendant la campagne, de ce qui a été dit quand on était opposant, et de ce qui a été fait dans la première moitié du quinquennat. Pour les Français, faire et défaire, c'est pas forcément. C'est intéressant ce qu'il dit Laurent Eynard, parce que c'est quelque chose que Manuel Valls pourrait dire ou pourrait penser. Parce que finalement, dans l'attitude du Premier ministre, il y a quand même l'idée, on n'a pas fait le travail de recomposition idéologique qu'on aurait dû faire quand on était dans l'opposition, on va le faire maintenant à marche forcée, même en étant au pouvoir. Oui, mais Manuel Valls, même publiquement, a tenu des propos qui laissaient entendre clairement que les 2 années de son prédécesseur n'avaient pas forcément été à la hauteur des enjeux qu'imposait, selon lui, le redressement de la France. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, Manuel Valls se positionne sur un registre, sur un double registre, qui est un registre de différenciation par rapport à son prédécesseur. En gros, pendant 2 ans, ça a été un peu chaotique, et maintenant, ça va être différent, et les choix arrêtés par le président de la République vont être mis en œuvre par moi, Premier ministre. Et puis, il y a un deuxième aspect plus tactique, qui est là directement vis-à-vis du président de la République, car en affirmant en permanence dans ses discours les notions d'autorité, de décision, il n'arrête pas de dire « j'ai décidé, j'affirme l'autorité », etc. Il veut se différencier d'un président qui, dans l'opinion, a tort ou a raison. Je dis à tort parce que je ne pense pas que ce soit une personne qui manque nécessairement de conviction ou d'autorité, mais en tout cas, à tort ou à raison, l'opinion considère que le président de la République aujourd'hui manque singulièrement d'autorité. Et tous les sondages montrent que c'est un personnage qui est sympathique, voire éventuellement compétent, mais qui est marqué par le fait qu'il serait indécis, manquant parfois d'autorité, incertain, voulant trop marier la chèvre et le chou, le blanc et le noir, etc. Et donc Manuel Valls joue une carte qui est une carte clairement de différenciation par rapport au président de la République dans un système institutionnel où le fait qu'il y ait 2 autorités à la tête de l'État conduit toujours à des formes d'opposition formelle d'une manière ou d'une autre. Laurent Eynard, on va parler de la situation au Parti radical dans un instant, mais un autre fait d'actualité sont les révélations de notre confrère Mediapart. Elles sont importantes puisque, d'après Mediapart qui s'est procuré des documents de campagne, eh bien, ce fameux dépassement des comptes de campagne électorale de Nicolas Sarkozy, ce système de double facturation établi, puisqu'ils ont trouvé, nos confrères, 2 dossiers avec les vraies factures et les fausses, si on peut dire, eh bien, ce dépassement avoisinerait désormais les 17 millions d'euros. Et je vous le dis pendant que nous apprenons que Jérôme Labrieux est entendu en ce moment même par la police judiciaire. C'est un scandale énorme si c'est des sommes pareilles. Il y a le principe et puis il y a le fait que les sommes montent de semaine en semaine. La justice est à l'œuvre, il faut peut-être quand même la laisser faire parce que ce qui se passe à l'UMP fait du bien à personne. Enfin, je veux dire, comme à un moment donné, certaines affaires au Parti socialiste faisaient du bien à aucun des partis républicains. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut surtout permettre que les choses sortent en transparence. Et c'est peut-être le premier enjeu d'ailleurs de la recomposition de l'UMP. C'est de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle direction, de nouvelles règles du jeu qui donnent l'impression que les choses sont devenues claires.
Vous êtes plus à l'aise avec le profil de la nouvelle direction qu'avec l'ancien? Moi, je suis à l'aise à l'UDI, dans un parti indépendant. Vous n'êtes pas si à l'aise qu'au Parti radical que ça, on va en parler tout de suite. Oh, si, parce que ça chie des bulles quand même chez vous. Non, mais ce que je veux dire, c'est voilà, ce triumvirat qui dit qu'il faut que l'UMP retrouve son ADN de grand parti de la droite et du centre. Ça sonne mieux à votre oreille que la droite décomplexée de Jean-François Copé? Non, parce qu'on a vu qu'un grand parti... Ça vous laisse moins d'espace politique? Non, on a vu qu'un grand parti attrape tout. C'était pas forcément le rempart au Front National. Enfin, je rappelle que des séismes avec le Front National, on en a eu quelques-uns. Notamment, on a eu le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen au second tour. La création de l'UMP, elle est devenue légitime aussi grâce à ça. Et l'idée, c'était de dire, plus jamais ça, il faut enrayer le Front National, il faut l'endiguer. Un grand parti qui rassemble toutes les sensibilités du centre et de la droite, c'est l'antidote. Ça n'a pas empêché le Front National de remonter aux européennes de 2009, aux régionales de 2010, et ça n'a pas empêché Marine Le Pen de faire un record de voix aux présidentielles de 2012. Donc moi je crois qu'une partie des Français ne croit pas dans le duel PS-UMP. Ils cherchent une troisième voie. S'il n'y a pas une troisième voie républicaine, et c'est la mission qu'on peut se fixer à l'UDI qui émerge, ils risquent d'aller vers des votes beaucoup plus extrêmes et beaucoup plus durs. En tout cas, pour l'instant, le Front National pousse sur ce terreau-là. Alors, j'ai dit que c'était chaud chez vous, parce que les radicaux, ils ont quand même une image de gens plutôt tempérés, modérés, etc. Et là, c'est quand même les noms d'oiseaux volent. Il y a quand même des accusations de fraude électorale, d'inscription sur les fichiers. C'est un peu vous qui êtes mis en cause par votre challenger Ramayad. On n'aurait peut-être pas dû importer toutes les méthodes de l'UMP en prenant une adhérente. Vous pensez que c'est ça? Dis donc, ça... Attendez, répétez, le coup est vachard, donc il faut bien l'entendre. Vous dites que vous avez importé Ramayad de l'UMP, et résultat, vous avez les modes de fonctionnement les pires. La même ambiance, oui. Je crois qu'au Parti radical, on a des règles, voilà, il y a des instances, il y a une commission qui est chargée de contrôler les adhésions. Elle a d'ailleurs examiné les recours de tous les candidats. Les candidats ont participé à ces travaux. Et je pense sincèrement j'ai pas envie de me laisser tirer vers le bas. Et le Parti radical mérite mieux qu'un procès sur la forme, alors qu'on a du travail de fond à faire. Voilà, on défend des valeurs qui sont nécessaires au pays. On voit qu'avec le retrait de Jean-Louis Borloo, l'UDI, la construction politique du centre, est entre deux eaux. Je trouve qu'à l'échelle de la vie politique du pays, il y a quelque chose d'important qui se joue et qui mérite qu'on ne tombe pas dans ce type de travers qui sont répétitifs, puisque c'est pas la première fois qu'on a, avec les partisans de Ramayad, un débat sur les fichiers, la liste électorale. Ça a commencé dès l'ouverture de la compétition électorale. C'est une façon pour elle de ne pas aborder les questions de fond, c'est ce que vous nous laissez entendre? Oui, parce que la vraie question, c'est l'indépendance politique du Parti radical. Je veux dire, Jean-Louis a été élu, et je suis devenu son secrétaire général en 2007, sur l'idée que les radicaux devaient devenir indépendants. On a quitté l'UMP, après le discours de Grenoble, et on a pris notre indépendance. Pour nous, c'est pas la solitude, on a voulu rassembler toutes les familles politiques du centre avec la création de l'UDI. L'idée, c'est bien de forger une force politique nouvelle, de premier plan, entre le PS et l'UMP. Et ça nécessite d'aller au bout du chemin d'indépendance. Donc ça nécessite un projet d'alternance en 2017, et ça nécessite une candidature issue de l'UDI pour porter ce projet. Voilà, le vrai choix, il est là, et vous savez très bien qu'à l'UMP, il y a des personnalités, plusieurs d'ailleurs, pas seulement Nicolas Sarkozy, mais Alain Juppé aussi a tendu la main, François Fillon a eu des propos. Il y a des personnalités qui souhaiteraient que les familles politiques du centre soient dès le début derrière une plateforme commune et une candidature de l'UMP et n'affichent pas leur projet d'indépendance, leur projet d'alternance et une candidature à la présidentielle. Ça veut dire que si par exemple la nouvelle direction de l'UMP allait jusqu'à proposer des primaires ouvertes à toute l'opposition, comme certaines voix à l'UMP en sont porteuses de ce projet, vous refuseriez Oui, je pense qu'il faut un projet indépendant pour le pays en 2017, et si vous présentez un projet, il faut quelqu'un pour le défendre. L'élection présidentielle, c'est devenu l'élection mère des autres élections. C'est comme ça avec le quinquennat, l'inversion du calendrier, on peut le regretter ou pas, mais c'est la règle. Donc ça veut dire que si on veut être une formation politique de premier plan et non pas supplétive, il faut un projet, il faut une personnalité pour le défendre devant les Français à la présidentielle. Stéphane Rosès, on a vraiment l'impression que la vie politique, en ce moment, il y a des plaques tectoniques qui sont en train de bouger. Chaque parti, chaque formation est en train de s'interroger sur son identité propre, sa stratégie. Évidemment, on est focalisé sur l'UMP et le PS, mais on pourrait aussi bien dire que chez les Verts, le radicalisme verbal de Cécile Duflot rencontre l'opposition de ses parlementaires. Au Front National, on voit le psychodrame entre Marine Le Pen
et son père, qui est aussi sous-jacent de postures politiques différentes, au Parti radical, Laurent Hénart nous explique aussi ces tensions-là. Dans ce contexte, et j'en reviens à l'affaire Big-Malion, ce retour qui devait être quand même relativement aisé de Nicolas Sarkozy, il va arriver sur un champ politique totalement déstructuré ou en voie de restructuration. Ça, c'est peut-être pas pour lui déplaire ou pour lui compliquer la tâche, mais surtout extraordinairement embarrassé par cette affaire Big-Malion, qui le concerne malgré tout directement. Oui, je crois, pour prendre la première partie de votre interrogation, que les problèmes des partis de gouvernement viennent de ce que Nicolas Sarkozy en son temps et la difficulté de François Hollande aujourd'hui, c'est de faire la démonstration que notre modèle social et républicain a un avenir en se réformant. La présence-absence de Nicolas Sarkozy, c'est un peu comme celle de Lionel Jospin après 2002. C'est-à-dire que ça ne rend pas aisé pour l'UMP et ceux qui étaient autour de Nicolas Sarkozy de se dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a mal marché. En un mot, quand Nicolas Sarkozy faisait les discours sur la France d'Henri Guénaud et ensuite Patrick Buisson, et quand il agissait, qu'est-ce qui fait que les Français se disaient mais notre pays a peut-être un problème avec le monde? Pour François Hollande, au Bourget, il a dit « la France n'est pas le problème, la France est la solution ». Sous-entendu, mon réalisme et ma placidité va faire la démonstration qu'en réformant, il est possible de pérenniser notre modèle. Il peine à faire la démonstration. Pourquoi le Front National progresse? Parce que c'est la seule à être dans une cohérence apparente. Elle dit non, non, le problème, c'est pas la France avec l'extérieur. Le problème et la solution, c'est la France renfermée sur elle-même. Le protectionnisme national, la priorité nationale pour les Français, et une conception fermée de la nation. Donc, il y a un décalage entre les débats dans la classe politique sur la gauche, c'est plus de social, la droite, c'est plus de compétitivité. Non, dans la réalité, idéologiquement, le pays s'est recentré sur le souhaitable. La différence entre la gauche et la droite, c'est que la gauche pense qu'il est toujours possible de préserver notre modèle au risque du conservatisme. Et la droite dit nous, on aimerait bien, mais sur quel type de français s'appuyer et tout. Et Marine Le Pen, elle a une autre voie. Je crois qu'il faut revenir, pour chacune des formations, la droite comme la gauche, sur le pays. Le problème du pays. Et le problème du pays, c'est qu'il n'a pas la démonstration quand Sarkozy est à l'Élysée ou François Hollande à l'Élysée, qu'il a une destination. Sans cesse, les uns et les autres semblent esquiver les questions de fond, de la cohérence entre la destination et les moyens pour y parvenir. Denis Pergaud ? Oui, le vrai sujet, en fait, aujourd'hui en France, c'est que une très grande majorité de Français est extrêmement défiant vis-à-vis du système politique et des élites politiques qui ont gouverné la France, en gros, depuis 30 ans. Ces élites étant ce qu'on appelle les partis de gouvernement. Comment ça se traduit? Ça se traduit aujourd'hui par des abstentions de plus en plus fortes lors des élections, à part la présidentielle, et par une prime, en quelque sorte, donnée à la fois au Front National et, en moindre mesure, à la gauche radicale. Mais il y a une très forte défiance des partis de gouvernement. Et ça, c'est une question qui doit être évidemment traité par les premiers concernés, ces partis de gouvernement, mais qui probablement va conduire à ce que dit Laurent Hénart, c'est-à-dire que pour 2017, toutes les tentatives de faire des primaires ouvertes, que ce soit à droite ou à gauche, vont probablement se solder par un échec quant à la volonté de rassemblement. D'une part parce que le centre va vouloir évidemment aller à la compétition de 2017 de manière indépendante. Et se saisir de ce contexte-là pour proposer une offre. Mais à gauche, je vous le dis, vous allez avoir la même chose avec les écologistes, qui ont évidemment tout intérêt à se démarquer, auront tout intérêt à se démarquer du Parti socialiste et d'un bilan du quinquennat qui, à l'heure où on se parle... On avait bien compris que Cécile Duflot entamait sa campagne présidentielle, mais merci de nous l'avoir souligné. Laurent Hénart, merci à tous les deux. On va continuer à sillonner l'actualité, on parlera des intermittents du spectacle et d'un moment à l'autre, on devrait avoir la communication de la procureure de Bobigny sur ce jeune Rome qui est toujours entre la vie et la mort après avoir été lynché dans une cité de Seine-Saint-Denis.